Bonsoir à tous, bienvenue sur For You Télévision dans le cadre bien sûr de votre émission hebdomadaire For You Sport, le mag ou alors prolongation football. Et effectivement nous parlons football cet après-midi, nous referons la finale de la Coupe du Cameroun dans un premier temps avec le sacre de Coton Sport de Garoua, le club jusqu'ici donc le plus titré, 17 titres donc de champion du Cameroun. Il s'agit vraiment d'un sacre une fois de plus qui vient consolider Coton dans cette saison magnifique que vient bien sûr de réaliser le club de la région du nord du Cameroun, un doublé championnat coupe. Coton mérite-t-il son sacre? En tout cas, on aura l'occasion de répondre bien sûr à cette interrogation dans le cadre de cette émission de prolongation. Et puis nous parlerons bien sûr de la Coupe d'Afrique des Nations 2025, l'organisation qui a donc été retirée à la Guinée qui n'organisera donc pas cette compétition là. L'annonce a été faite par le président de la Confédération africaine de football, le Sud-Africain Patrice Motsepe. En direct donc de la Guinée-Conakry, nous aurons bien sûr Lance Goivogi, notre confrère journaliste sportif, qui reviendra sur les raisons qui ont donc contribué à ce retrait de la part de la Confédération africaine de football. Nous ressortirons de cette émission en parlant de la Coupe du Monde au Qatar, avec bien sûr les tests Covid qui seront obligatoires, mais le vaccin, lui, ne le sera pas. Est-ce une bonne nouvelle ou pas? On aura d'ailleurs l'occasion également de répondre à cette question. Nous parlerons de Franck Zambo-Anguissa, pour l'homme providentiel de Naples, puisque voilà, il faut dire un mot sur son début de saison tout nutriant du côté bien sûr de la Serie A italienne. Est-il tout simplement le meilleur joueur de la Serie A, ou alors est-il actuellement le meilleur joueur du continent africain? On aura l'occasion également de dire un mot sur la prestation énormissime de Franck Zambo-Anguissa en ce début de saison du côté bien sûr du championnat italien de Serie A. Pour en parler, ils sont trois en présentiel. Je commence par le premier invité d'ailleurs de cet après-midi. Il s'agit d'Achille Sack. C'est un plaisir de vous avoir, Achille. Bienvenue à vous. Merci les Baudelaire. Plaisir toujours partagé d'être là avec vous. C'est un plaisir, donc, comme je le disais, de retrouver également Loïc Eloge Foka, qui nous fait également l'honneur d'être des nôtres cet après-midi. Bon après-midi, monsieur. Bon après-midi, Baudelaire. Bon après-midi à tous les téléspectateurs. C'est un plaisir d'être là aujourd'hui, ce lundi ensoleillé. Et à vos côtés, vous l'avez déjà aperçu, Patrick Aurélien Gekahama, une fois de plus, et également des nôtres. Bon après-midi, bienvenue et surtout bon début de semaine à vous. Merci, bon après-midi à tous et à toutes. On démarre avec vous, Patrick. Vous avez suivi la finale de la Coupe du Cameroun avec le sacre de Coton Sport de Garoua. Bien avant d'entrer dans les détails pour évoquer la performance des deux équipes jusqu'ici, je voudrais qu'on dise un mot sur le côté purement événementiel, l'organisation de cette finale qui est la deuxième de Samuel Eto'o en tant que président de la Fédération camerounaise de football. Sur le plan de l'organisation, comment avez-vous trouvé cette 61e édition de la finale de la Coupe du Cameroun? Merci Baudelaire. Par rapport à cette compétition, son troisième, il faut dire que c'est une fois de plus un régal en termes de messe culturelle. Oui. Nous sommes habitués à des parades présentées par les étudiants de l'INJS et métissage d'autres instituts. Il faut également dire... Des parades qui reflètent très généralement les quatre aires géographiques du Cameroun. Bien évidemment, c'est ça que j'ai parlé. Les Sawa, les Fambeti et autres. Oui. Voilà, c'était un melting pot. Et il faut dire que sur le plan organisationnel, on peut se regretter, comme l'a dit sur les réseaux sociaux, le fait que, bien que c'était une consécration de toutes les fédérations, on n'a pas mis davantage en exergue la Fédération camerounaise de football, qui était même au cœur de cette prestation-là. Bon, je vais dire tout simplement que c'était une belle prestation socio-culturelle et on n'a pas perdu le temps à regarder ce régal festif. Loïc, record en termes de spectateurs, en termes surtout de public. D'un côté, certains vous diront que voilà, ça peut s'expliquer puisque Bamboutos, c'est le club qui réunit souvent un très grand nombre de supporters et autres, mais le record a été battu. Pratiquement les 45 000 ou les 40 000 places du stade Abadou Ahidjo de Yaoundé ont été pris.
c'est quand même aussi un point positif à relever. Une finale de la Coupe du Cameroun qui est suivie de cette façon, ça montre que voilà, clairement, peut-être on se dirige tout droit vers cet objectif qui est recherché par Samuel Eto'o, celui de redonner au football camerounais toute sa grandeur. Oui, évidemment, c'est la victoire de la FECAFOOT. C'est la victoire du en termes de mobilisation, en tout cas. Oui, pour moi, c'est une victoire de cette fédération. Ce qui s'est passé hier au terrain est en quelque sorte la consécration. C'est l'aboutissement d'un travail acharné qui a commencé en décembre 2021. Oui, Bamboutos a probablement le meilleur public au Cameroun, mais cela n'explique pas tout. Parce que moi, j'ai vu des fans, des personnes qui, à la base, même ne sont pas supporters de Bamboutos, se rallier à leur cause. Donc, je veux dire qu'il y a cette ferveur qui a emporté le peuple, et ce peuple-là s'est mis au service de ce football camerounais le temps de 90 minutes. Donc, c'est pour moi quelque chose de très beau à voir, de très à apprécier, parce qu'on se rend compte jusqu'ici que voilà, Samuel Eto'o a été tellement critiqué depuis son accession à la tête de cette fédération, critiqué par rapport à ses choix, par rapport à ses postures, par rapport à la façon dont les choses sont gérées. Mais aujourd'hui, lorsqu'on voit comment cette finale s'est déroulée, lorsqu'on voit l'engagement du peuple, parce qu'il faut le rappeler, par le passé, on dénonçait souvent le manque de succès de cette finale de Coupe du Cameroun par rapport au tournoi européen qui se disputait. On se dit, voilà, ça se joue, les gens ne vont pas au stade parce que, voilà, les week-ends, ils doivent regarder Cristiano Ronaldo jouer, ils doivent regarder Neymar jouer. Hier, il y avait un derby de Manchester. Mais hier, il y avait un derby. Hier, à cette heure-là, il y avait un derby de Manchester à cette heure-là. Mais les Camerounais ont préféré regarder cette rencontre du football. Ils sont allés se rendre au terrain, parce qu'en dehors de regarder cette rencontre à la télévision, il fallait se rendre au terrain. Fandena fait carton plein. Et même, d'après les informations que j'ai eues, il y avait du grand monde à l'extérieur. C'est pas tout le monde qui n'a pas pu entrer, pardon. Les tickets étaient pratiquement aussi gratuits. Oui, mais dans le passé, je pense par le passé, les tickets étaient accessibles. Les montants étaient accessibles pour les finales de Coupe du Cameroun. Mais même jusque-là, il n'y avait pas cette ferveur. Moi, je peux vous le dire, Baudelaire, cette année, par exemple, j'ai assisté à la rencontre Union de Douala Racine de Bafoussam au stade de la Réunification, au stade annexe à Bépanda. Mais je vous dis, le nombre de spectateurs qu'il y avait dans ce stade, il s'était plein à craquer partout. Et pourtant, on payait le ticket. Donc, je veux dire que cette ferveur-là, elle est petit à petit. Petit à petit. Et hier, la finale de la Coupe du Cameroun, qui est peut-être la grande messe du football camerounais, a été, encore une fois de plus, l'aboutissement ou bien le résultat de cette ferveur populaire. Une ferveur populaire qui est à mettre à l'actif de ce que M. Eto'o, le président, fait aussi depuis près d'un an déjà, parce qu'il faut le dire, il a pris les rênes de cette fédération le 11 décembre 2021. Là, nous sommes rendus au 3 octobre, bientôt ça fera un an. S'il vous arrivait à Chilsac de faire une sorte de comparaison entre le moment où il prenait et l'état actuel, que serait-il ce bilan-là? Il est clairement positif. Il est clairement positif. Je suis de ceux qui croient en cette fédération. La finale d'hier, c'était l'apothéose. Déjà, on a vu cette mobilisation pendant la période de play-off à Garoua. On a vu le public de Garoua qui est sorti. Le public de Garoua qui a été énorme. En fait, vous savez, du côté du nord, le voyage n'est pas assez c'est pas facile de voyager, c'est pas très accessible. Donc pour aller du côté du nord, il faut prendre 2 jours, 3 jours venant du sud. Mais on a vu ce public réagir, on a vu ce public derrière son équipe. Donc à Yaoundé où c'est plus accessible, on a vu ce que ça a donné. Pour ceux de l'Ouest, qui supportent Bamboutos de Bouddha, qui peut facilement rallier la région du centre. On a vu ce que ça a donné. Donc, je peux dire, sans risque de me tromper, que le bilan de l'exécutif de la FECAFOOT actuelle est positif. Et on ne s'arrête pas là. Auparavant, on parlait de finale de la Coupe du Cameroun. Ça veut dire qu'il y avait deux trophées en compétition, c'est-à-dire le championnat et la Coupe. Aujourd'hui, on veut faire comme les autres. Super Coupe. Voilà, il y aura la Super Coupe. Il y aura le Ballon d'Or camerounais. Voilà, il y aura la Super Coupe dans quelques jours à Bafoussam. J'ose croire que la faveur sera encore plus grande. Parce que on a vu le match d'hier, Bamboutos qui a perdu le match de manière cruelle sur un fait de jeu.
Les supporters de Bambou. C'est de façon cruelle pour vous. Je préfère retenir. En tout cas, on aura l'occasion, Monsieur Sack, de revenir, bien sûr, sur la prestation des deux équipes, clairement. Patrick Aurélien Gekama, ce qu'on redoutait souvent, c'est le fait que à chaque fois, il y avait des incertitudes quand on nous avançait une date pour la tenue de la finale de la Coupe du Cameroun. Parfois, on se posait 1001 questions. La finale de la Coupe du Cameroun, pour ce qui est de cette saison sportive, va-t-elle se jouer ou alors ne se jouera-t-elle pas, ainsi de suite. Mais là, une décision a été prise dès le départ par l'exécutif de la fédération. On a avancé une date et on a respecté cette date jusqu'au bout. Pour de l'air, ça me fait sourire, hein. Et Achille bientôt rire. Parce qu'il faut dire que c'est vrai, le plus souvent on est dans la télévision. Le plus souvent on tergiverse, effectivement. Par rapport aux dates des finales. Mais il faut dire qu'on en passe à mieux, Topi, ça ne joue pas. C'est du charisme. Parce qu'il faut dire que le plus souvent, lorsque vous adressez peut-être demandez une audience, peut-être à un ministère ou au cabinet civil de la présidence, il faut également qu'il y ait de l'équilibre. Oui, entre le calendrier du Premier ministre et le calendrier de la Fédé. Et je crois que Samuel Tofis force la main. Ouais. Il force la main, on regarde un peu de son vécu, on regarde un peu de son. En fait, ce qu'il représente, quoi. Bon, je crois que la voix. Ça a pesé la présence de Samuel Eto'o, forcément. Effectivement, c'était tombé à l'eau, peut-être. Lâcher ça là-bas, c'est peut-être. On joue ça dans des sables. Il faut dire honnêtement. Bon, Samuel Eto'o a pesé son poids pour qu'il y ait une date fixe. Et c'est de bon augure également pour les compétitions à venir. Je pense que si Coton Sport n'avait pas eu encore ce match-là, ça aurait peut-être été préjudiciable pour eux pour l'échéance internationale qui va se jouer je crois la semaine prochaine. Voilà, le deuxième tour pour la Champions League africaine. Je crois que c'est à l'actif de l'exécutif la FECAFO d'avoir une date fixe qui a été maintenue. Vous gardez la parole pour évoquer la performance des deux équipes. Comment avez-vous trouvé le match? Parce que les gens ils vont de tous les commentaires. Certains se disent oui, dans les travées c'était animé, mais sur la pelouse le spectacle n'était pas au rendez-vous. Votre avis sur le spectacle offert par les deux équipes? Non, on dit que c'était pour rendez-vous le spectacle, c'est... Non mais on relaie juste c'est fait preuve d'hypocrisie. Il faut déjà dire d'abord... Vous avez apprécié le spectacle hier offert par les Mangwa Boys et les Coton Culteurs? Bien évidemment, il faut déjà dire que sur le plan de l'annonce, sur le plan du papier, c'est d'abord deux équipes qui ont prouvé lors du championnat. Lors de la compétition de la Coupe du Cameroun. Ça va Coton Sport et Bambou Bouddha. Et il faut dire également sur le plan de banc de touche, c'était deux tacticiens qui étaient sur le banc de touche. Sango Emmanuel Doumbé-Bosso d'un côté. Oui. À l'annonce, on pouvait croire que Coton devait plus jouer que Bamboutos. Mais toute la première mi-temps, c'était à la faveur de Bamboutos de Bouddha. C'était une très belle rencontre. Et on a assisté à de belles prestations. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de noms annoncés qui auraient pu sortir de l'eau un peu très rapidement. Comme par exemple le jeune Patient Wassou, qui était presque inexistant en première mi-temps, ou encore le jeune Kemajou qui a fait... Le meilleur buteur de la Coupe du Cameroun, 5 buts jusqu'ici. Qui a fait preuve d'une maladresse inexplicable. Bon, je vais dire que c'était un très beau match. On s'était un peu ennuyé vers la deuxième mi-temps, entre la 70e et la 80e minute, parce que c'était à l'eau un peu. Vous avez vu le défenseur central de Bamboutos qui est sorti, parce que c'est grave que habitué avec une intensité. Il y avait déjà un bon 11 entrants de chaque côté et les équipes se valaient. Monsieur Foucault, la prestation en elle-même, comment l'avez-vous trouvée? La prestation des deux équipes? Ça a été une prestation qui est à l'image de la compétition. On joue la finale de la Coupe du Cameroun. Deux équipes de grande qualité. Historiquement, d'abord, dans l'histoire du football camerounais, Bamboutos de Bouddha, Coton Sport, c'est deux grosses pointures. Donc ça a été une rencontre à la hauteur des noms sur le papier. Et puis on a vu... quittons les papiers. Ngekam a évoqué tout à l'heure la grosse affiche sur les papiers, mais je voudrais qu'on s'attarde sur le spectacle qui a été offert. La prestation était à l'image de la rencontre, parce que lorsqu'on entend Bamboutos de Bouddha, Coton Sport, voilà, on a une certaine image d'un type de rencontre, et puis sur le terrain, ça a été, la logique a été respectée. Est-ce que vos attentes en termes de jeu ont été comblées?
quand on regarde Pour mes attentes, c'est vrai que j'ai des attentes un peu plus élevées. Parce que vous êtes habitué à regarder un Real Madrid, Non, Barcelone. non, pas du tout, parce que je pense, parce que moi je pense aux compétitions africaines. Oui. Moi je pense aller À la Ligue. jouer, je pense aller jouer par exemple, de faire de grosses performances Oui. durant les compétitions africaines. Voilà, et je pense que le Cameroun aujourd'hui devrait faire le maximum pour avoir plus de place pour la Ligue des champions africaine. C'est à ce niveau-là que moi je veux voir les équipes camerounaises. Et maintenant par rapport au contenu, oui. Le contenu d'hier était alléchant, était satisfaisant. Mais moi, je me projette. Moi, j'ai envie de voir des équipes joueuses, des équipes tactiques, des équipes qui pensent, des équipes qui font des coups, qui seront capables... C'est-à-dire des équipes qui offrent mieux que ce que celles d'hier en termes de contenu. Il faut qu'on soit d'abord d'accord. Oui. Ce qui s'est passé hier était très beau à voir. Maintenant, moi, je me projette. C'est pour ça que j'ai dit j'ai des attentes un peu plus élevées. Mes attentes sont basées sur les objectifs, par exemple, que je voudrais que ces équipes, que ce soit Bamboutos, que ce soit Coton Sport, atteignent lors des compétitions africaines. Parce que jusqu'à aujourd'hui, le Cameroun, par exemple, reste la terre du football en Afrique. Il faut qu'on se le dise. C'est quand même dans le top 10 des pays les plus titrés. Historiquement parlant, le Cameroun, c'est une grosse nation de football. Maintenant, il faudrait que, sur le plan des clubs, il faudrait aussi que ce soit une posture qui se confirme. Oui. Malheureusement, sur la scène africaine, nos clubs, ça reste encore en deçà de ce qui est proposé, par exemple, au Maroc, au Nigeria, en Afrique démocratique du Congo. Donc voilà, j'ai vraiment envie de voir les équipes camerounaises aller titiller ces équipes-là. Et maintenant, en termes de jeu, puisque ce sera des grosses équipes, de grosses pointures, il faudra monter un cran au-dessus, quitter le cadre national. Et que voilà, parce que moi, je ne supporte pas de voir le Coton Sport de Garoua jouer les playoffs, les barrages pour jouer une Ligue des Champions avoir un ticket. Donc j'ai vraiment envie de voir quelque chose sur la scène africaine, sur la scène, permettre aux équipes camerounaises d'aller, pourquoi pas, aller soulever des titres continentaux. C'est la raison pour laquelle j'ai mentionné le niveau de jeu qui hier déjà, je précise, était satisfaisant. Maintenant, moi, je me projette. La suite, il faudrait maintenant qu'on atteigne ce niveau où on soit capable d'aller jouer un titre de Ligue des champions africaine. Monsieur Zach, parlons de ce contenu, parlons surtout de la prestation des deux équipes. On a vu une équipe de Bamboutos joueuse plutôt en première période, et en deuxième période, le rythme a un tout petit peu ralenti. On a eu l'impression que les débats étaient en train de s'équilibrer. Et ce but qui arrive en toute fin de match, quel a été le problème de cette équipe des Mangwa Boys quand on revient sur cette finale face à Coton Sport de Garoua? Ouais, on a vu un match alléchant. Au niveau de l'engagement, Bamboutos a été plus engagé que Coton. Bamboutos a mis plus d'intensité en première période. Maintenant, sur le plan tactique, on a vu que les gars de Bamboutos ont vraiment bien préparé le match. Parce que moi, j'ai eu la chance de voir un match Bamboutos-Coton lors du championnat. C'était pas la même chose. Coton avait dominé Bamboutos sur tous les plans. Donc là, on a compris que... On avait l'impression que c'était plutôt le contraire. On a compris que le staff technique de Bamboutos a bien travaillé. Bamboutos, il faut noter que Bamboutos a préparé sa finale, je crois, du côté d'Abomban, où ils sont allés à l'écart. On n'a pas vu leur préparation, comment ils ont travaillé. Donc ils ont bien travaillé, ils avaient des éléments et ils ont mis ces éléments sur la table. Et les gars se sont bien comportés, ils ont apporté plus d'intensité et consort. Maintenant, sur le plan technique, le match a été vraiment à l'image de notre football. Le EC a dit que le Cameroun fait partie des grandes nations de football africaines. Sur le plan de l'équipe nationale, je suis d'accord. Aujourd'hui, le Cameroun n'est pas le pays qui exporte le plus de joueurs africains. Ça vient du côté de l'Afrique de l'Ouest. L'Afrique de l'Ouest, parce qu'aujourd'hui, l'Afrique de l'Ouest a compris, l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique du Nord, ils ont compris, ils sont entrés dans la formation, ils ont des plans de formation, ils ont des manières de jouer qu'ils inculquent aux plus jeunes. Donc aujourd'hui, le championnat camerounais, les joueurs camerounais sont des autodidactes. Excusez-moi du terme, les joueurs camerounais sont des autodidactes. Lorsque vous arrivez, vous prenez par exemple l'équipe nationale du Cameroun, on ne peut pas retracer l'historique de la quasi-moitié de cette équipe. On peut retracer leur historique. Historique, c'est-à-dire par quel club ils sont passés, quelle formation ils ont fait, ils sont passés par quel centre de formation. Vous allez vous rendre compte que les gars se sont retrouvés. Si je prends par exemple le cas de Umgwet et Hongla, on en a par exemple. Ils sont passés par les U23. Avant d'arriver chez les U23, il y a les équipes jeunes. Vous allez vous rendre compte que
les gars ne sont pas passés par des centres de formation conventionnels. Donc, c'est-à-dire, il y a des tontons au quartier qui ont une petite expérience comme Njanka, qui a une petite expérience footballistique, qui achète ses 2-3 ballons, achète ses plots, tout ça. Il commence à apprendre aux enfants à faire un chi, à faire 2 chi. C'est comme ça que les gars se retrouvent en division, tout ça. Donc, le niveau technique était à l'image du football camerounais. Donc, ça veut dire que vous n'avez pas apprécié le niveau technique des deux équipes. Non, le niveau technique n'était pas à la hauteur. N'était pas alléchant, n'était pas bon. Il ne faut pas marcher. Non, le niveau technique n'était pas à la hauteur. Le niveau technique n'était pas à la hauteur. Soyons sur le niveau... À la hauteur des attentes. Oui, à la hauteur d'un tel événement. D'une finale de la Coupe du Cameroun. Bien sûr, tactiquement, les gars étaient là. Au niveau d'intensité, les gars étaient là. Et on a vu que Coton, en termes de niveau technique, a un niveau technique un peu plus élevé que Bamboutos. Et c'est là où c'est dans cet élément-là que la différence est faite. Maintenant, il y a eu des éléments de satisfaction côté Bamboutos, côté Coton. Oui. On a par exemple le gardien de Coton qui a été bon. On a le gardien de Bamboutos. Oui. Au-delà de la dernière action qui est litigieuse, qui a été très bon. On a le défenseur Malone chez Malone de Coton Sport de Coton Garoua, que j'ai trouvé excellent. Donc il y a eu des satisfactions. Il y a aussi des joueurs qu'on attendait qui n'ont pas été à la hauteur. Il y a par exemple le terrain de Bamboutos, Ali, que j'ai trouvé très fort. Rappelons qu'il a joué demi-finale de la Coupe du Cameroun avec Avion contre Bamboutos. Voilà, il a été très bon. Donc il y a quand même des noms qui sortent du lot au niveau technique. Ça fait partie des rares satisfactions selon vous qu'on peut tirer de cette finale de la Coupe du Cameroun. Bien sûr, il y a également le capitaine de Coton. Souaibou Marou. On aura l'occasion de, puisque vous évoquez Souaibou Marou, prenons l'action qui a tout changé. C'était en toute fin de match. La sortie, je ne sais pas trop de quoi je devrais la qualifier, la sortie du gardien de Bamboutos Club de Bouddha face au capitaine de Coton Sport de Garoua, Souaibou Marou. Je ne pense pas qu'on aura les images, mais vous avez certainement vous avez visionné ces images-là, vous les avez vécues en direct avec ces nombreux ralentis qui nous ont été proposés par la réalisation hier en charge de la retransmission de cette rencontre-là. Pour vous, messieurs, il y avait faute ou il n'y avait pas faute? Loïc Foka. Il y avait faute. Vous avez pris votre temps avant de... Oui, il y avait faute, mais... Ouais. J'ai envie de dire qu'il y a une erreur de jugement du gardien. Parce que si... dommage qu'on n'ait pas les images, mais si on regarde le ralenti, on voit qu'il hésite. Dans sa sortie, il est hésitant. Et il peut réagir 2 secondes auparavant. Je veux dire que s'il prend 1 seconde, il réagit 1 seconde plus tôt, il a la chance d'avoir au moins l'avantage sur le joueur. Donc, s'il sort plus tôt, il a l'avantage de saisir le ballon. Et maintenant, là, la faute est quasiment inévitable. Mais sauf que au moment où il touche le ballon, je veux dire qu'il arrive en retard. Et normalement, la loi du football le dit. Le gardien est protégé lorsqu'il y a un duel aérien. Normalement, le gardien, il est protégé. Et donc, vous avez l'impression qu'il n'a pas été suffisamment protégé sur cette action par l'arbitre? C'est une action qu'on siffle. Normalement, c'est une action qu'on siffle. Parce que, comme je vous l'ai dit, le moindre contact dans la surface du gardien est sifflé avec le gardien. Bon, maintenant, c'est une situation qu'il aurait pu éviter si, comme je l'ai dit, il sortait 1 seconde de plus tôt. Et c'est la raison pour laquelle j'ai soupiré avant de répondre. Ouais, justement. L'attaquant va très vite. Je suis d'accord. Souaibou Marou. Et le sens de gravité, il est grand de taille aussi. Mais le gardien a hésité sur sa sortie. Je veux dire que lorsque j'ai regardé le ralenti à plusieurs reprises, j'ai dit, oh, dommage. Parce qu'à un moment donné, il s'est arrêté. Je veux dire qu'il est sorti, mais il a marqué un temps d'arrêt avant de bondir, de sauter, de faire le grand saut. Mais il était déjà trop tard. L'attaquant avait déjà fait le geste qu'il fallait depuis. Bon, maintenant, il y a un contact qui peut être sifflé, comme je l'ai dit. Là, dans la surface de réparation, le gardien est protégé. Ça, c'est la loi, c'est les lois du jeu. Et dommage, ça a coûté la victoire. Monsieur Guécam, il y en a qui disent qu'il fallait siffler. Il y en a qui vous diront qu'il ne fallait pas siffler. Vous vous situez exactement à quel niveau? Vous êtes neutre ou alors vous partagez l'un de ces points de vue-là? Jusqu'à hier, je dirais qu'il n'y avait pas faute. Mais aujourd'hui, on regarde les images revues. Comme quoi la nuit porte conseil. Juste après... Pas du tout. Non, il a revu les images. Vous avez revu les ralentis. Les arrêts sur image. Et je peux dire qu'il y a eu faute. Mais maintenant, non. La faute n'a pas été sifflée.
J'ai eu la chance d'écouter dans une émission concurrente à la vôtre deux experts d'arbitrage, notamment Simon Pierre Ngombelec, président du syndicat des arbitres littoraux, Oui, effectivement. Fabrice Emou. Voilà, qui faisait un commentaire là-dessus. Il faut dire que l'action allait très très vite. À 91e minute déjà, il faut dire que c'était une rencontre habitée par une dame. Même si c'était un homme, 91e minute déjà, on est déjà émoussé physiquement, même psychologiquement. Et il faut dire que la distance qui sépare L'action de l'arbitre. voilà, la position de l'arbitre Oui, la position de l'arbitre. et l'action. Et l'action en Parce question. qu'il faut dire que l'action vient d'une attaque de Bamoutos qui échoue et qui est rattrapé par le contre-culteur qui remonte. Une Qui balle fait- aérienne. Voilà, qui font une contre-attaque. Et l'arbitre n'a pas une position pour pouvoir juger de manière adéquate cette situation. Ouais. Mais il faut dire que ce dernier n'a pas été aussi aidé par son assistante. Parce que, en principe, je crois que c'est l'article 13 de l'arbitrage qui dit que lorsque l'assistant, un des assistants s'aperçoit que la centrale n'est pas à une distance appropriée, Oui. elle peut interférer dans le jeu en entrant au stade et pour mieux avoir une idée par rapport à l'action. Je crois que ça n'a pas été fait et je crois que ça se baba derrière dans la presse même, surtout cybernétique, Effectivement. de la sortie de Karine Atemeson Atemora, Fomo, oui, l'assistante d'ailleurs de l'arbitre qui a principal. fait une sortie. Je crois même que le goalkeeper de Bamoutos a fait une sortie également. Il dit qu'il allait vers l'assistante, qui lui a fait comprendre que monsieur reculé. Bon, du coup, je crois qu'il y a. Non, pas que je crois, il y a eu faute, mais maintenant, donc, la faute n'a pas été sifflée, l'erreur humaine. Bon, c'est ça. Malheureusement pour nous, nous n'aurons pas le VAR. Je vais vous relancer, Monsieur Sack. Nous avons suivi, d'ailleurs, on a eu à partager cette sortie de l'assistante, Madame Karine Atemozon Fomo, qui est d'ailleurs également arbitre, qui officiait donc hier aux côtés de l'arbitre central. Dans son audio, elle dit avoir interpellé à plusieurs reprises l'arbitre central. Malheureusement, celle-ci n'a pas été réceptive. Alors, on se pose la question, est-ce que cette sortie de l'assistante n'est pas du genre à vouloir se désolidariser de l'arbitre principal? Parce que généralement, on le dit à la fin d'une rencontre, il y a un rapport qui est fait. Et d'habitude, les arbitres doivent avoir une version commune. Mais là, la version que donne aujourd'hui Atemeson Fomo est peut-être un peu contraire à celle de l'arbitre principal. Oui, bien sûr. Je peux dire que l'arbitre central, non pas l'arbitre central, l'assistante, pour ma part, excusez-moi, je t'aime, c'est une gamine. C'est une gamine parce que, oui, excusez-moi, je t'aime, c'est une gamine. C'est une gamine parce que lorsqu'on l'écoute, elle est carrément en train de se désolidariser. Or, c'est un co-arbitral. Ouais. C'est un travail d'équipe. Patrick l'a si bien dit. Elle le dit, hein, il y avait faute. Bien sûr. Elle a interpellé Bien sûr. à plusieurs reprises l'arbitre principal. Patrick l'a si bien pour dit. qu'elle revienne sur cette action. Patrick l'a si bien dit. Oui. C'était une action où Bamoutos était avec le ballon. Bamoutos était dans le camp de coton. Donc les gars étaient, le bloc équipe était remonté. Donc imaginez que l'arbitre doit être à côté des actions. L'arbitre était forcément dans le camp de coton. Oui. C'est un long dégagement. Un long dégagement. L'arbitre à cette distance-là. À cette distance, moi j'ai grandi dans une maison avec un arbitre. Oui. Fabrice Omo, que tu as évoqué tout à l'heure. À cette distance, l'arbitre ne peut que utiliser son jugement. Oui. Le gardien et l'attaquant vont au duel. L'arbitre regarde quoi? Quelle est la direction du ballon? Oui. Le ballon que la direction prend, clairement, celui qui est à 10 mètres de cette action va se rendre compte que l'attaquant a dévié le ballon. Donc ça veut dire que c'est l'attaquant qui a touché le ballon en premier lieu. Donc, si à cette distance, elle voit le ballon aller du côté de l'attaquant, elle estime que l'attaquant a tenté le ballon. Maintenant, là, on est dans un match à haute intensité. On est à la 91e minute. On est dans le direct. Pat lui-même l'a dit que, là, a si bien dit que c'est à la veille, il disait qu'il n'y a pas faute. C'est au lendemain. Donc, ça veut dire que lorsqu'il a regardé, maintes ralentis, il a fait un arrêt sur image. C'est là il a décelé la faute. Maintenant, ça, c'est un élément dans la VR non suisse, c'est un élément que l'Africa Foot doit
doit encore régler. La dame dit que on leur a pas donné de kit de communication. Ouais. Ça, c'est un problème aussi. Oui. La dame dit qu'on leur a pas donné de kit de communication. Des oreillettes, par exemple, pour qu'elles puissent communiquer entre... Dans un stade de 40 000 spectateurs où il y a un vacarme pas possible, elle dit elle a interpellé l'arbitre à tout moment. Oui. Elle a interpellé l'arbitre. Maintenant, quand elle se rend compte l'arbitre n'a pas vu, elle ne peut pas lever elle ne peut pas lever. Donc elle les habite prendre ça. Oui, un commentaire, parce que nous allons ressortir de cette thématique pour parler de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Je vais m'excuser, je vais poser une simple question. Je me demande si la logistique qui a été employée lors de la CAN précédente ne peut pas être mise en contribution pour cette finale de la Coupe du Cameroun. C'est pour ça que je le sais. Surtout c'est un élément, ce sont les éléments sur lesquels ils doivent s'améliorer. Quand Karine dit qu'elle a interpellé l'arbitre à plusieurs reprises, quand tu entends le cri sonore, est-ce que la centrale peut à ce moment écouter même l'appel de Karine? Et je crois même que même si elle est quitte, c'est vrai également qu'il faut dire que la FECAFOOT a manqué en termes de logistique. C'est peut-être un peu le couac de cette finale-là. Oui. Et c'est le couac qui, pratiquement, je ne vais pas dire fait coûter le titre à Bambutos, parce que rien n'assure que même après Bambutos l'aurait remporté. Je crois également que Karine normalement doit être sanctionnée par rapport à cette sortie médiatique-là. Non, le problème c'est qu'en trio, en trio, on ne sanctionne pas une personne, on sanctionne le trio. Oui, non. Quand il je rappelle qu'il y a la liste d'habits qui est sortie là. Son nom n'y figure pas. Hein. Et il se pourrait que c'est cette sortie-là, mais cette prestation d'hier qui est à l'origine de sa mise à l'écart. Parce qu'il faut dire que le match était un peu comme le match de Kwame Evaris, qui était monsieur très rigoureux. Mais je crois qu'elles sont aussi là pour apprendre. Parce que c'était la première fois qu'une dame dirige une finale de la Coupe du Cameroun. C'est quoi? Elle a été dépassée par l'événement ou alors c'était l'occasion pour elle de l'enjeu a pris le dessus sur la performance de l'arbitre. Non, pas la performance de l'arbitre. Il faut noter que de la première minute jusqu'à la 91e minute, tout était correct. L'arbitrage a géré le match à main de maître. Mais c'est ce qu'on dit souvent, c'est ce qu'on dit souvent dans le jargon du foot. Oui, c'était propre. C'est une erreur de jugement. Ça peut arriver à tout le monde, c'est une erreur de jugement. Maintenant, elle n'a pas été aidée par son assistant et la sortie de son assistante, le lendemain, ne l'aide pas davantage. Merci à vous, messieurs. Je pense qu'on peut en parler, pendant des heures sans toutefois se fatiguer, mais nous sommes bien obligés de prendre la deuxième thématique de cet après-midi puisque nous parlons football. Nous allons d'ailleurs à l'instant évoquer la Coupe d'Afrique des Nations 2025 dont l'organisation a donc été définitivement retirée à la Guinée. C'était dans l'air il y a là quelques mois déjà, mais finalement c'est officiel. L'annonce a été faite par le président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe. Pour en parler cet après-midi, nous retrouvons bien sûr en direct de Conakry en Guinée, Lance Goivogi qui est notre confrère journaliste de sport. Bon après-midi à vous Lance et bienvenue. Nous allons d'ailleurs retrouver Lance Goivogi dans quelques secondes seulement, le temps pour nous de prendre cet élément qui a été réalisé par la rédaction centrale de For You Media, revenant d'ailleurs sur le retrait de cette compétition à la Guinée-Conakry. Quelles sont les raisons évoquées par la Confédération africaine de football? Il demande des réponses à suivre. C'est un nouveau contretemps pour la compétition règne sur le continent. En 2014, la CAF avait attribué en même temps les 3 prochaines éditions de la CAN, 2019 au Cameroun, 2021 à la Côte d'Ivoire et 2023 à la Guinée. Après le retrait du Cameroun au profit de l'Égypte en 2019, la CAF avait décalé le calendrier attribuant l'édition 2021 au Cameroun et celle de 2023 à la Côte d'Ivoire. La Guinée avait accepté d'organiser l'édition 2025. Le colonel Mamadi Doumbouya, arrivé au pouvoir par la force en septembre 2021, avait exprimé sa ferme intention d'honorer le rendez-vous. Le doute n'a cependant jamais été dissipé. Organiser cette épreuve s'annonçait comme un défi majeur pour un pays qui manque cruellement d'infrastructures pour ce type de compétition, qu'il s'agisse d'équipements sportifs ou de transport. La Guinée dispose dans la capitale d'un stade récent et d'un autre plus vétuste
susceptible d'héberger un tel événement, mais l'intérieur du pays est en dépourvu et les travaux de construction ont à peine commencé. Le colonel Doumbouya avait nommé en mars 2022 un nouveau comité d'organisation, évinçant l'ancienne équipe dont l'un des membres exprimait publiquement ses doutes quant à la faisabilité du projet. Il avait pris fin août 2022 un décret déclarant l'organisation de la CAN 2025 d'intérêt national et prioritaire. C'était la veille de l'arrivée d'une mission d'évaluation de la CAF. Selon le ministre guinéen des Sports, Lansana Béa Diallo, la mission de la CAF, venue début septembre 2022, avait suggéré l'éventualité d'un report à 2026 ou 2027. Mais le colonel Doumbouya avait écarté cette hypothèse et s'était engagé à ce que la compétition ait bien lieu en Guinée en 2025. Pour Patrice Motsepe, le président de la Confédération africaine de football, les travaux commencés par la Guinée doivent l'encourager à postuler à l'organisation d'autres compétitions. Il m'a enseigné donc Moto, qui revient d'ailleurs sur les raisons qui sont avancées par la Confédération africaine de football afin bien sûr de justifier ce retrait, le retrait de l'organisation à la Guinée. Je vous le disais, pour en parler cet après-midi, Lance Govogui depuis Conakry en Guinée. C'est notre confrère journaliste sportif. C'est un plaisir de vous retrouver une fois de plus sur For You Télévision cet après-midi. Bienvenue à vous. Nous allons retrouver le signal de Lance Govogui avec le concours, bien sûr, de la réalisation. Mais bien avant, on va permettre à nos invités sur le plateau de pouvoir également placer un mot sur cette thématique-là. Monsieur Foucault, vous avez suivi de près le dossier guinéen, l'organisation de cette compétition. Donc, l'attribution avait été faite en 2014, au même moment que le Cameroun, la Côte d'Ivoire et la Guinée, depuis 2014 jusqu'en 2022 pratiquement. L'argument qui est avancé par la CAF, c'est que la Guinée n'est pas prête en termes d'infrastructure. Incroyable. C'est incroyable et c'est malheureux. Près de 8 ans après. Oui, 2014. On parle d'une CAN qui a été attribuée en 2014. Oui. Donc le pays avait à peu près 5-6 ans pour avoir un certain niveau d'avancement dans les infrastructures. Oui. Parce qu'on a vu des pays qui ont finalisé certaines infrastructures quelques mois avant une compétition. Oui. Donc pour moi, aujourd'hui, c'est incroyable et je suis vraiment déçu par ce genre de décision parce que ça nous montre qu'en Afrique encore on a ce problème-là. On a ce problème-là, on veut jouer au football, on veut pratiquer le football, mais on a les mêmes mots qui refont surface, les retards infrastructurels, et on voit les mêmes pays qui reviennent à la rescousse. L'idée d'attribuer une compétition continentale à plusieurs pays, c'est de permettre à chacun d'accueillir au moins la grande messe du football chez soi. Mais quand je vois aujourd'hui, j'anticipe peut-être sur le prochain sujet, quand je vois aujourd'hui les candidatures, on entend parler des pays comme l'Afrique du Sud, le Maroc, le Nigeria. Moi, je me dis, potentiels remplaçants. Les potentiels remplaçants. Moi, je me dis, on prend les mêmes et on recommence. Alors que ce n'est pas pour cette raison qu'on veut démocratiser le football. Ce n'est pas pour remettre l'organisation des compétitions au même pays. C'est pour permettre aussi aux petits poussés en guillemets de se développer en termes d'infrastructures. À chaque pays de développer les infrastructures parce qu'on aimerait voir ça. Moi, c'est une très belle chose de voir que dans le continent africain, il y a des pays sur lesquels on peut se reposer. Mais le mauvais côté de la chose, c'est évidemment le fait qu'on ait les mêmes pays à chaque fois qui doivent nous sortir de cette galère. Et c'est vraiment c'est une grosse déception. Voilà, pour en parler donc cet après-midi, on va tenter une nouvelle fois de joindre Lance Govogui depuis Conakry en Guinée. Bon après-midi à vous et bienvenue. Oui, bonsoir Bodou. C'est un plaisir, Lance, je le disais d'ailleurs à l'entame de cette thématique, de vous retrouver afin bien sûr d'avoir quelques éléments précis sur ce retrait donc, qui a été officialisé par le président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe. Que pouvez-nous dire, ou du moins que pouvez-vous dire bien sûr à la suite de ce retrait de la Coupe d'Afrique des Nations à la Guinée? Il fallait s'y attendre ou alors il y avait encore de l'espoir?
Ah bon, ce sentiment de déception, hein, vous le savez, comme tout bon Guinéen. Oui. Et parce qu'on espérait tant voir une organisation de la Coupe d'Afrique des Nations ici en Guinée. Malheureusement, la CAF est passée à la vitesse supérieure. Pour répondre directement à ta question, oui, pour un très bon observateur, on pouvait prétendre à une telle décision. Parce que, vu le terrain, tout ce qui se passe, voilà, on savait que pertinemment la Guinée était énormément en retard par rapport à la construction des infrastructures. Au-delà de tout ça, vous savez, la CAN a été attribuée à la Guinée depuis 2014. Et là, depuis 2014, le régime précédent n'a pratiquement absolument rien fait. Voilà, c'est ça la vérité. Et bien, les nouvelles autorités, avec leur engagement, on avait vu une détermination au niveau du chef de l'État qui a quand même promis d'aller jusqu'au bout à travers son ministre des Sports. Mais malheureusement, le temps faisait défaut. Et parce que au-delà du budget, voilà, des études de faisabilité sur le terrain, il a commencé à construire tout de suite. Et là, on nous avait promis à plusieurs reprises que les travaux allaient commencer. Oui. Une première visite d'inspection de la CAF était déjà à Conakry, pour la première fois conduit par Ahmed Yahya, un des vice-présidents de la CAF. Vous le savez très bien, le président de la Fédération mauritanienne, Samson Adamo, qui était venu s'enquérir des réalités ici. Malheureusement, rien n'était encore visible. Après, il y a eu une seconde mission conduite par Mathurin de Chassus. Voilà, le président de la Fédération béninoise. Malheureusement encore, avec des entretiens avec les autorités, on a trouvé qu'on était énormément en retard. Donc, qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait prendre des décisions par rapport à tout ça. Parce que, vous l'avez suivi sans doute, Dr Patrice Motsefe, qui avait dit que ils ont l'expérience du Cameroun. Donc, ils ne veulent pas tomber dans ces pièges-là. Il faut anticiper les choses pour ne pas que... Parce que chaque fois, on taxe le continent africain d'une mauvaise organisation. Donc, il fallait anticiper, voilà, donc pour ne pas se prendre au piège. Finalement, ils ont décidé du retrait de la CAN. Et il a dit en conférence de presse devant les journalistes que la décision a été prise depuis le mois de juillet dernier. Donc, en unanimité avec le COMEX. Mais après, il était, par respect pour le peuple de Guinée, il était nécessaire pour lui de se déplacer pour venir annoncer. Voilà, globalement, sur le terrain, on pouvait prétendre à une telle décision. Voilà, parce que rien n'était quand même fait sur le terrain, sincèrement. Mais encore une fois, pour tout bon Guinéen, on a reçu cette information avec une grande déception. Et voilà, donc, parce que vouloir entendre le nom de ton pays pour incapacité à organiser une compétition biennale, c'est quand même compliqué. Très très compliqué. Alors Lance, c'est depuis 2014 que la CAN a été attribuée à la Guinée au même titre que les éditions du Cameroun ou encore de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui, à votre avis, peut expliquer ces lenteurs ou du moins ces retards qui ont été observés dans la construction des infrastructures sportives? Moi, je dirais tout simplement la volonté politique. Parce que le régime précédent, voilà, donc à sa tête le professeur Alpha Condé, à qui on a octroyé l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations, n'avait pas la même motivation que ceux qui estimaient avoir une très belle organisation en Guinée ici, malheureusement. Et donc voilà, et à ce niveau, il fallait s'y attendre. Et pourtant, lui, il était quand même censé conduire en tout cas la Guinée au sommet, en tout cas de cette organisation. Mais il ne l'a pas fait. Et donc, il y a des gouvernements en gouvernement, on est resté dans les discours, alors qu'on l'avait alerté à plusieurs reprises. Et en Guinée, on avait alerté, les médias avaient alerté le gouvernement pour dire qu'attention, il faut maintenant commencer les études de faisabilité. Vous le savez, vous êtes au Cameroun, je n'ai pas besoin de revenir pour le Cameroun, mais vous avez quand même pour la Côte d'Ivoire, on a octroyé la CAN au même titre que la Guinée. La Côte d'Ivoire a débuté les études de faisabilité depuis 2015. Et là, la signature de différents contrats pour la construction des infrastructures depuis 2015. Et la Guinée, malgré tout, rien n'était encore fait. Mais ces autorités-là, quand même, sont venues montrer leur volonté. Mais on savait que pertinemment que c'était quasi impossible pour réussir un tel pari. Parce que construire des stades, 6 stades au même moment, construire certaines routes au même moment, voilà, donc construire des hôtels, parce que dans la capitale guinéenne, malheureusement, dans la capitale guinéenne, il y a quand même des hôtels, mais à l'intérieur du pays, c'est pas visible. C'est pas visible, c'est tout à fait compliqué. Donc à ce moment, on savait pertinemment qu'il y avait tellement de retard qu'on pouvait pas, qu'il allait être difficile, en tout cas pour refaire ce retard. Voilà un peu
la situation. Merci à vous, Lance. Alors, selon les informations que nous avons pu regrouper, il a été proposé au colonel Mamadi Doumbouya d'accepter un éventuel report. Un report qu'il aurait refusé. Qu'en est-il réellement sur le terrain? Oui, ça c'était bon. Officiellement, le président Mossepe ne l'a pas dit. Mais voilà, donc comme vous l'avez appris, comme tout bon journaliste, oui. Voilà, on avait quand même appris qu'on leur a proposé à la Guinée un glissement. Oui, un donc, glissement. Un glissement, et voilà, un glissement. C'est-à-dire que nous sommes en retard pour l'organisation de la CAN. Si vous avez même suivi la communication du Dr Patrice Motsepe, il avait dit que la Guinée doit tenter une expérience, peut-être que les petites compétitions, voir les petites compétitions, si on pouvait réussir à avoir par exemple le Chan. Voilà, mais les autres Conakry étaient catégoriques là-dessus. Il faut la CAN 2025. Alors qu'on savait pertinemment qu'il y avait absolument le retard. C'est d'ailleurs même le coup de mon coup de gueule à l'endroit du ministre qui a voulu mordicus tenir à organiser cette compétition. On l'avait dit, il avait déjà reçu l'information depuis au mois de juillet. Il était au courant. Mais ils ont fait croire au chef de l'État que voilà, la Guinée pouvait s'en sortir, alors qu'en réalité, la Guinée ne pouvait pas. On avait voté des lignes budgétaires pour, en tout cas, permettre d'avoir un financement. Une somme de 30 millions de dollars avait été décaissée pour un premier temps. Après, finalement, on avait prévu une ligne budgétaire de 160 millions de dollars. Mais malheureusement, les retards étaient encore là. Donc, ils ont continué à expliquer à Mamadi Doumbouya qu'on pouvait. Que quand la CAF vient, voilà, non, il faut 2025. 2025, après nous à laisser. Alors, on a un niveau, si on acceptait ce qui allait être d'ailleurs favorable pour nous, si on acceptait le glissement, peut-être qu'on n'avait plus le temps d'aller postuler pour une autre organisation. Maintenant qu'on n'a pas accepté le glissement, donc pour organiser une compétition, on est obligé d'aller compétir encore une fois avec d'autres nations qui peut-être peuvent être en avance plus que nous, malheureusement. Donc on a glissé, Conakry a été catégorique qu'il faut 2025, que c'est 2025 qui compte organiser la CAN. Eh bien, on a dit que la CAN, la décision a été prise à l'unanimité, donc on ne pouvait plus revenir sur cette décision et c'est le comité exécutif de la CAF qui a pris la décision. Quelle a été la réaction du ministère des Sports ou encore de la FEGIFOOT? Est-ce que ces deux institutions ont pu faire des sorties pour essayer un tout petit peu, je ne veux pas parler d'apaiser les tensions entre guillemets, mais est-ce qu'il y a eu des communications de la part des instances dirigeantes non seulement du sport, mais du football en particulier pour ce qui est de la FEGIFOOT? Bon, le ministre a tenu à rassurer que c'est vrai, c'est une déception, mais la Guinée va continuer à travailler. On va continuer à mettre les infrastructures et voilà, donc se préparer conséquemment pour d'autres années. Et c'est vrai parce que si on coupe ce talent-là, ça va être compliqué pour notre pays. Et voilà. Mais il faut continuer à travailler, continuer à mettre les bases, continuer voilà, donc, à construire des infrastructures. Et peut-être qu'en 3, 4 ans, 5 ans, on pourrait en tout cas postuler pour une organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc ça a été la réaction du ministre, que la Guinée va continuer à se battre, en tout cas à mettre les infrastructures en place. Et donc voilà, qui rassure le peuple que, quel que soit le problème, on organisera une CAN ici en Guinée. Je voudrais qu'on évoque un peu l'aspect socio-politique. Oui, voilà. Nous le savons actuellement avec les autorités de la transition et surtout les récentes sanctions de la CEDEAO vis-à-vis de ces autorités de la transition. Est-ce que vous avez l'impression que ces sanctions aujourd'hui qui ont été infligées par la CEDEAO ont pesé sur la décision finale qui a été rendue par la Confédération africaine de football? Non, au-delà même, avant même les sanctions. Avant même les sanctions, voilà, c'est un régime d'exception, vous le savez. Voilà. Et bon, je ne sais pas si vous pouvez me le rappeler, mais moi je ne sais pas. À ma connaissance, je n'ai jamais vu un pays qui a, dans un régime d'exception, a organisé une Coupe d'Afrique des Nations. Justement, c'est pourquoi on en parle. Voilà. C'est pourquoi on en parle. Et justement, donc dans ce contexte-là, un régime d'exception a peu de garanties auprès des instances, voilà, donc à réussir certains paris. Voilà, la CAF, il y avait cette information-là au niveau de la CAF. Et qui parle de régime d'exception, vous savez souvent, le régime d'exception n'est jamais épargné des sanctions.
Ça, c'est évident. Parce que de toute façon, il y a un préalable qui n'est pas respecté. Donc, à ce niveau, on pouvait douter sur ça. Moi, personnellement, je me disais que ça va être difficile pour la Guinée de réussir. Non seulement le retard dans les infrastructures, mais aussi, en tout cas, c'est toutes ces sanctions, le blocage au niveau des différentes institutions. Et là où ça va être même difficile pour des entreprises, certainement des entreprises sérieuses. Oui. Qui voilà, donc accepteraient de mettre leur argent aussi parce qu'il y a ce facteur-là. Donc il y a la garantie. Donc voilà, pour répondre à votre question, oui, tout ça a pesé dans la balance pour en tout cas priver la Guinée de cette canne. Et peut-être une dernière question de la part d'Achille Sack pour vous libérer. Achille a une question pour vous. Bonsoir Lance. Allez. Oui, bonsoir Lance. Bonsoir. Bonsoir. Dites-moi, c'est vrai, le retrait de cette compétition fait mal au peuple guinéen. Je sous-entends que vous avez mal. Mais maintenant, si on laisse passer les émotions et qu'on veut faire vraiment une analyse froide, est-ce que vous ne trouvez pas que le retrait de cette compétition est une bonne chose pour la Guinée? Parce que déjà, on vous a attribué la compétition en 2014 et que la compétition était pour 16 pays. Maintenant, le format a changé. Voilà, entre-temps, le format a changé. On est passé à 24. Déjà, à 16 pays. Changé, oui. À 16 pays, c'était déjà très, très difficile pour la Guinée. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est une bonne chose pour ce retrait maintenant? Permettre à la Guinée de travailler et de revenir plus fort. Maintenant, la deuxième question, comment est-ce que le Guinéen lambda prend cette décision? Oui, bon, pour la première question, oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. D'ailleurs, pour éviter la Guinée le pire, parce que là, ça allait être compliqué qu'on se retrouve à la dernière minute qu'on n'est pas en mesure de finir les infrastructures. Moi, je pense que c'était la meilleure décision. C'était la meilleure décision par la Confédération africaine de football. En tout cas, parce que là, au-delà de la Guinée, il y a aussi l'image de l'Afrique, du continent. Et voilà, parce que tout le temps, on est taxé de ne pas respecter les engagements, de ne pas être à la hauteur de l'organisation, des différentes organisations, notamment la CAN. Alors, dans ce sens-là, la CAF étant l'organe, en tout cas qui facilite l'organisation, qui organise d'ailleurs ces différentes compétitions, devrait agir. Et donc moi, je crois que, pour répondre à votre question, c'était quand même la meilleure solution, la meilleure option pour nous, non seulement parce qu'on n'est pas prêt, mais aussi pour le continent. Maintenant, pour ce qui concerne le cas de l'opinion en Guinée, je peux vous rassurer que 70%, 80% de l'opinion savait pertinemment qu'on était en retard. Donc, on n'espérait même pas l'organisation de la CAN. Parce que quand vous demandez le citoyen lambda, vous demandez l'opinion des journalistes, tout le monde était sceptique quant à la tenue par la Guinée de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. Sincèrement. Merci à vous, Lance. Nous allons vous libérer. Merci à vous pour cette contribution alléchante. On a eu assez d'explications. On peut désormais voir un peu plus clair sur ce dossier guinéen avec le retrait officialisé donc par la Confédération africaine de football. Merci à vous et bon début de semaine. Merci à vous, c'est un plaisir. Messieurs, vous avez suivi l'intervention de Lance Goïvogué en direct d'ailleurs de la Guinée-Conakry. Ça fait toujours plaisir d'avoir bien sûr quelqu'un sur place qui puisse nous remonter l'information telle que perçue par les Guinéens en question. Je vais me retourner vers vous, Monsieur Ngekam. C'est quand même incroyable ce qui est évoqué. Depuis 2014, la Guinée a obtenu l'organisation d'une Coupe du Monde, d'une Coupe d'Afrique. C'est vrai qu'on souhaite que ce pays organise une Coupe du Monde un jour, mais l'attribution de cette compétition à la Guinée a donc été officialisée en 2014. 8 longues années plus tard, on s'est rendu compte qu'on a observé des retards, notamment dans la construction des infrastructures. Et ce que Lance dit est quand même assez gravissime. On comprend donc clairement que sous l'ancien régime, celui du professeur Alpha Condé, on n'avait pas travaillé dans le sens d'offrir aux Guinéens cette Coupe d'Afrique des Nations. Il faut déjà dire que c'est une grande déception. Oui. Non seulement pour le peuple guinéen, mais également pour l'Afrique. Parce que passer 8 années sans ne rien faire, c'est une insulte. Non seulement à l'endroit du peuple guinéen, mais à toute l'Afrique aussi. À l'instance de la fédération
la Confédération africaine de football. Baudelaire, il faut également dire que le contexte sociopolitique ne favorisait pas cette organisation. Parce qu'il faut dire que... Mais des avancées auraient pu être faites sous Alpha Condé depuis 2014, même avant la transition qui est en cours actuellement. Si tu permets... Oui, allez-y. En ce moment de 2014, on ne sait pas dans quel contexte se trouvait le pays. Et quand le coup d'État intervient, on ne sait également pas comment ça se passe. Mais il faut dire que moi, je retiens de l'intervention de Lens, c'est une communication contradictoire entre le président actuel. Oui. Et le ministre des Sports ou encore le président de la Fédé, qui rassurait le président en permanence. Parce que là, le président dit 2025 ou ça, oui. Le ministère des Sports et la Fegefoot, disent que ils espèrent avoir une autre occasion pour pouvoir. En ce moment, on écoute qui? Je crois que les propos de fin de Lens, on peut seulement espérer que il puisse être dans une seule liste d'une compétition minime, inférieure, pour pouvoir un peu avoir la maturité de se préparer pour une compétition supérieure comme la CAN. Mais il faut également dire, tout à l'heure, Loïc le disait, autrefois, il y avait un groupuscule de pays qui s'accaparait l'organisation de la CAN. Aujourd'hui que le COMEX, la CAF, veut donner l'opportunité à autres pays de pouvoir le faire, vraiment, c'est vraiment on décide dans le plat, tu décides de manger au sol. Vraiment que les moyens peuples africains essayent un peu de prendre les choses au sérieux. Et je crois même que quand il dit glissement, non, ce n'est pas, il ne va pas avoir glissement. C'est que le président Motiepe, Dr Motiepe, a joué dans la diplomatie. Parce qu'il faut dire qu'il est un diplomate. Il a eu à dire dans ses propos, les décisions ont été prises bien en avant juillet. Nous sommes en octobre. En octobre. Ça veut dire qu'il y a un peu de diplomatie. On voulait un peu voir un peu pour que, peut-être ici, peut-être dit, bon, c'est l'homme militaire qui est à la tête du pays. Il ne faudrait pas donner une réponse déjà un peu très péremptoire. Il voulait faire le déplacement en personne pour annoncer la nouvelle au président de la transition. Il voulait de manière diplomatique qu'il y ait une causerie bilatérale et qu'on essaie un peu de voir un peu s'il y a moyen de donner notre occasion de... Mais quand on dit qu'il y aurait glissement, non. C'est un mot fort, mais peut-être la vie camerouniser. Il y a eu un glissement au Cameroun, il y a eu un autre glissement en Côte d'Ivoire. Pourquoi il n'y aurait pas eu un glissement en Guinée? Mais cette annulation de cette organisation par la Guinée, ou du moins ce retrait. Ce retrait de la compétition, moi je vais seulement dire aux Ivoiriens, faites attention. Faites attention. C'est quoi, la Côte d'Ivoire serait également sur la sellette? Parce que eux également, c'est pas vraiment ça. Et au regard des moyens colossaux par rapport à la Guinée équatoriale, à la Guinée Conakry, pardon. Bon, il faut dire vraiment acton, comme disent les Allemands. Il y a eu un glissement au Cameroun à Chilsac avec l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 concernant bien sûr cette CAN-là. Récemment encore en Côte d'Ivoire, il y a eu un nouveau glissement. C'est-à-dire la CAN qui devait se tenir en 2023 aura finalement lieu en 2024. Et pourquoi la Guinée n'a pas eu droit à son glissement? La différence entre le Cameroun et la Guinée, c'est que le peuple... Entre le Cameroun, déjà, la Côte d'Ivoire et la Guinée. Le Cameroun et la Guinée. C'est que déjà, sur le plan politique, le Cameroun d'abord était déjà un pays stable. Maintenant, il y avait la volonté politique d'avoir cette compétition. Il y a eu des moyens qui ont été mis pour avoir cette compétition. Maintenant, au-delà de ça, on a eu des ambassadeurs qui ont joué qui ont utilisé joué de leur position, qui ont usé de leur aura, en l'occurrence le président Samuel Eto'o. Il faut noter qu'auparavant, il n'y avait pas de glissement. Quand un pays n'était pas prêt pour organiser une compétition, on te retire de la compétition. En fait, on retire la compétition de l'organisation et tu es sanctionné sur 2 éditions. Tu ne participes pas à deux compétitions. Donc le glissement a commencé au Cameroun. Tout simplement parce que la CAF
a mis, comme le disait Patrick, a usé un peu de diplomatie. Ils se sont rendus compte qu'en face, il y avait une politique qui était engagée, une politique qui avait l'ambition et qui voulait à tout prix cette compétition, mais qui n'était pas prêt. Peut-être le jour J, il y a eu glissement. Donc, quand j'entends Lance dire que chez eux en Guinée, l'étude de faisabilité n'a même pas encore été faite. Là, depuis 2014. L'étude de faisabilité n'a même pas encore été faite, alors que la Côte d'Ivoire l'a fait depuis 2015. 2015. Donc là, vraiment, c'est pour ne pas salir l'image de l'Afrique tout entière. Le président de la CAF ou bien le COMEX, je pense pour ma part, a bien fait d'anticiper, de retirer cette organisation à la Guinée. Climat sociopolitique difficile, retard observé donc clairement en termes de construction des infrastructures, qu'elles soient sportives, routières, hôtelières. Clairement donc des retards ont été observés à tous les niveaux et à tous les plans, et donc il était simplement logique que cette compétition soit retirée donc à ce pays qui est la Guinée, ce pays frère qu'on ne verra malheureusement pas organiser cette compétition. D'autres pays pour l'heure se bousculent, d'autres pays pourraient également prétendre à l'organisation de cette compétition qui est bien sûr la Coupe d'Afrique des Nations 2025. On évoque aujourd'hui pourquoi pas le Sénégal qui pourrait se positionner pour éventuellement organiser cette compétition-là. D'autres noms également sont en train d'être d'autres pays également circulent dans la shortlist de la Confédération africaine de football. Loïc Eloge-Foka, selon vous, au regard de la tournure que prennent ces événements-là, quel serait aujourd'hui le pays qui pourrait, selon vous, accueillir, ou du moins le pays qui serait prêt en termes d'infrastructure à abriter cette édition de 2025? Bon, je suppose que les pays qui se sont portés candidats pour l'heure, rien n'a encore été officialisé. C'est-à-dire oui, c'est vrai que mais le président de la CAF a dit qu'il y a une dizaine de candidatures et pour la plupart des candidatures, il y a des candidatures conjointes, donc des pays qui veulent co-organiser. Mais aujourd'hui, ça serait quoi la bonne formule au regard de l'urgence? Parce que là, 2022-2025, nous sommes à 3 ans. C'est quoi? Il faut donner à un pays qui est prêt, ou alors il faut privilégier l'option d'une co-organisation? Du moins, la candidature des pays qui sont prêts doivent organiser, que ce soit en termes de co-organisation ou bien un pays seul. Bon, le Maroc, on a vu que le Maroc a récemment organisé la CAN féminine. On voit que l'an prochain, il y a l'Algérie qui organise le Chan. Donc, on voit qu'il y a déjà des pays qui sont en mesure d'organiser une compétition internationale, disons, continentale. Donc, j'ai des informations, des indiscrétions que partager ces informations, ces questions avec nous. Afrique du Sud, Nigeria, Maroc, ce sont des pays qui, Maroc, Afrique du Sud, ce sont des valeurs sûres du continent, des pays qui, sont toujours prêts, qui ont les infrastructures, homologuées par cette CAF et qui se sont déjà portées candidates à l'organisation d'une Coupe du Monde, et pour l'Afrique du Sud même qui a déjà organisé une Coupe du Monde. Donc, on a des pays qui sont prêts, mais aujourd'hui, il faudrait privilégier la destination qui est capable d'organiser cette Coupe d'Afrique des Nations dans ce cours de l'air. Qui ferait moins réfléchir la CAF. Celle qui offre plus de garanties, mais vraiment qu'à l'avenir, que les pays qui accusent ce type de retard soient sanctionnés, parce qu'il faudrait vraiment que ça s'arrête. On est quand même au énième exemple, et ce n'est pas une belle image qu'on donne à l'Afrique, et à l'avenir aussi ça éviterait que la CAF se retrouve dans une situation aussi indisposante, surtout qu'en termes d'argent ça coûte aussi. Il y a de l'argent qui a été dépensé pour cette compétition en Guinée, et qu'il faut repenser la compétition, il faut revoir un certain nombre de choses, et c'est pas forcément au bénéfice. L'argent a été dépensé, mais à écouter Lance Goïvogui, les autorités vont continuer dans cette lancée, c'est-à-dire les infrastructures sont bel et bien construites. Même si actuellement il y a plus d'urgence. On est d'accord, maintenant il faudra l'entretien. Il faudra entretenir là, parce que il y a des stades de 30-40 000 places qui vont être construits.
Je ne sais pas, c'est vrai que je ne suis pas un expert du championnat guinéen, mais comment ça se joue, il y a des clubs comme Oroya qui... non, je suis d'accord, mais est-ce que les stades seront remplis à 40 000 places? Comment est-ce que le stade sera entretenu, puisqu'il n'y aura pas une compétition d'abord qui permettra au moins de générer quand même des fonds qui pourront servir par la suite de gestion. Donc il y aura un manque à gagner quand même sur les premiers mois. Il reste à savoir comment est-ce que ce sera géré du côté de la Guinée. En tout cas, on suivra de près l'évolution de la situation de ce côté. On rappelle bien sûr que la Guinée également qui connaît une situation sociopolitique difficile avec bien sûr les autorités de la transition qui viennent également d'être sanctionnées par la CEDEAO, des sanctions donc infligées. On comprend clairement que tous ces facteurs réunis ne pouvaient que jouer en la défaveur donc de la Guinée-Conakry. Prenons la dernière thématique de cet après-midi relative bien sûr à la Coupe d'Afrique. Non, à la Coupe du Monde de football, avec bien sûr le vaccin qui ne sera pas obligatoire du côté du Qatar. Pour certains, il s'agit d'une bonne nouvelle, pour d'autres, non. On prend cet élément. Piqûre facultative pour les mordus de foot au Qatar. Les supporters qui assisteront à la Coupe du Monde 2022 ne seront pas obligés de se faire vacciner contre le Covid-19. Pas plus qu'ils n'auront besoin d'observer une période de quarantaine, ont annoncé le 29 septembre 2022 le gouvernement et le comité suprême d'organisation. Au comptoir d'enregistrement de son aéroport de départ, tout visiteur âgé de 6 ans et plus devra par contre présenter un résultat négatif de moins de 48 heures avant l'heure de départ pour un test PCR et de moins de 24 heures pour un test antigénique. Il ne sera pas nécessaire d'effectuer un nouveau test à l'arrivée. Le port du masque sera par contre obligatoire pour tous les transports publics et dans les établissements de santé. Toute personne testée positive pendant le tournoi devra s'isoler pendant 5 jours, puis porter un masque pendant 5 jours. Les visiteurs de plus de 18 ans devront également télécharger l'application de traçage et terrasse requise pour pénétrer dans les lieux publics fermés. Des informations supplémentaires sur l'utilisation des terrasses pendant le tournoi, notamment dans les stades, seront communiquées en temps voulu, ont d'ailleurs indiqué les organisateurs. Ils précisent également que les soins de santé d'urgence seront fournis gratuitement dans les hôpitaux publics pour les titulaires de la carte AYA qui fait office de visa pour le Qatar et de billet de match. L'ensemble des hôpitaux, centres de santé, cliniques et pharmacies privées ou publiques du pays seront ouverts aux visiteurs. Le vaccin ne sera donc pas obligatoire. Je reviens à vous, messieurs. Tout d'abord, avec vous, Gekam. Au Qatar, donc, il ne sera pas... les supporters ne devront pas, ou du moins auront le choix entre se faire vacciner ou simplement présenter un test PCR négatif. Bonne ou mauvaise nouvelle? C'est mitigé, Parce qu'il faut dire que déjà le vaccin n'est pas obligatoire, c'est une bonne chose. Il faut déjà dire que l'organisation de cette Coupe du Monde a fait preuve de beaucoup de critiques. Et ne pas obliger le vaccin est également un catalyseur à ce ça pèse un peu parce que ces derniers temps, ils n'ont pas été souples vis-à-vis du Qatar. Oui, parce avec que les sommes faramineuses qui ont été investies. C'est un peu un catalyseur pour pouvoir permettre aux gens d'aller au stade. Parce que s'il fallait encore il fallait obliger le vaccin, c'est qu'à l'heure-ci là, ça serait vraiment un échec en termes de popularité dans les stades. Bon, c'est tout à l'actif des Qataris pour prendre ces mesures-là. Bon, il faut également dire que peut-être même le vaccin, même qui n'est même pas obligatoire, ne peut même pas également aussi donner un effectif humain assez conséquent. Mais bon, c'est déjà ça. Achilsac, le vaccin ne sera pas obligatoire au Qatar, mais il faudra néanmoins présenter un test PCR négatif pour avoir non seulement accès au stade, mais également à l'arrivée, c'est-à-dire un test PCR négatif datant de moins 48 heures. C'est une bonne nouvelle pour la compétition. On sait tous que pour des raisons parfois religieuses, pour des raisons culturelles, c'est pas tout le monde qui accepte. Qui se soumet au vaccin. Voilà, qui se soumet à un vaccin. On sait tous que le vaccin obligatoire a plombé des compétitions. Si on fait un peu le parallèle avec le tennis, dernièrement, il y a
le numéro 1 mondial, l'ancien numéro 1 mondial Novak Djokovic, qui avait refusé de se faire vacciner. Voilà, qui n'a pas pu assister à un tournoi, qui l'organisateur du tournoi avait investi des sommes folles pour recevoir les meilleurs joueurs possibles. Mais le fait que le vaccin soit obligatoire n'a pas permis à ce que tous les meilleurs joueurs soient là. Donc ça a plombé une compétition. Maintenant, les Qataris avaient intérêt à prendre cette décision parce que, comme le disait Patrick, c'est une compétition qui est toujours contestée. Il faut relever que beaucoup de villes en France, par exemple, sont en train de contester le mondial. Donc ils ne vont pas retransmettre le mondial dans et certaines stars même ont décidé de boycotter cette Coupe du Monde. Voilà. On pense à Philippe Lapp, l'ancien international allemand. Pense à Eric Cantona, l'ancien attaquant de Manchester United, qui ont donc décidé de boycotter cette Coupe du Monde. Donc le Qatar gagnerait à ne pas mettre le vaccin obligatoire. Maintenant, au-delà du vaccin qui n'était pas obligatoire, toutes les mesures qui ont été prises par le pays, c'est une bonne chose. Oui. C'est une bonne chose pour la compétition. Une bonne chose pour la compétition pour vous. Pareil également pour M. Ngikam, Loïc Eloge-Foka. C'est également une bonne nouvelle pour vous, le vaccin qui n'est pas obligatoire pour cette Coupe du Monde. Oui, je trouve que c'est une grande décision que ce vaccin ne soit pas obligatoire. Ça permettra au moins, parce qu'il y a des personnes qui ne veulent pas prendre de doses de vaccin. Et je pense que c'est le droit. C'est même pas à la 40e dose, nous sommes rendus. Voilà, je pense que c'est le droit d'un individu de ne pas, de ne pas prendre de vaccin maintenant. Il faudrait, en ne pas en prenant de vaccin, ne pas mettre ses congénères en danger. Et voilà, donc vive le football. Vive le football, messieurs. On va refermer cette édition en évoquant bien sûr les performances de quelques joueurs africains du côté de l'Europe. Le premier bien sûr dans notre shortlist, c'est certainement Sadio Mané qui marque enfin, qui se remet à marquer avec le Bayern. Lui qui était dans une période difficile avec le Bayern, qui a essuyé quand même quelques critiques ces derniers mois du côté du Bayern de Munich, mais ça fait quand même du bien, Ngikam, de revoir Sadio Mané buteur dans un match. Effectivement, attaquant, il doit marquer. S'il ne marque pas, il est sur le feu des projecteurs. Oui, il a été critiqué en plus. Oui, surtout que celui avec qui il a fait le chemin, mais ce but, Lewandowski, bon, il se doit de marquer, s'il ne marque pas, aussi sur lui. Sadio Mané qui se remet à marquer en club, ça peut quand même lui donner peut-être plus d'appétit pour cette saison qui est en cours. Et juste avant, à un mois de la Coupe du Monde, ça peut le mettre dans de très bonnes prédispositions afin de mieux aborder sa compétition. Bien sûr. Sadio Mané, c'est notre valeur sûre. L'Afrique tout entière compte sur Sadio Mané, il sera notre meilleur ambassadeur. Donc, il est de bon ton que Sadio Mané soit dans les bonnes dispositions. Et pour être dans les bonnes dispositions pour un attaquant, c'est d'empiler les buts. Donc je lui souhaite encore beaucoup de buts avant le mondial, pour qu'il soit prêt pour sa sélection et notamment pour toute l'Afrique tout entière. Et donc il faut quand même un mot sur le retour en grâce entre guillemets de Sadio Mané avec le Bayern de Munich. Finalement, il retrouve le chemin des filets, le chemin des buts. Ouais, bon, je ne veux pas dire retour en grâce. C'est une rencontre où on a vu l'équipe du Bayern qui était très dominante. Donc on a besoin qui était également en difficulté juste avant la trêve. Voilà, qui était en difficulté. En réalité, il était à l'image de l'effectif. C'est une équipe qui a été en difficulté. Les choix de l'entraîneur ont été remis en question. Il y a beaucoup de choses qui ont posé question. Et je pense qu'au départ, on a été un peu trop vite emballé par les premières rencontres. Et on a oublié qu'un championnat, c'est le championnat allemand surtout, c'est 34 matchs. Et nous sommes rendus à la 7e, 8e journée. Voilà, donc Sadio Mané qui est buteur, c'est de bon augure pour la suite. On espère vraiment qu'il va retrouver sa forme d'antan. Sadio Mané, buteur aux côtés du très jeune Jamel Musiala, l'Allemand également, qui crève l'écran depuis quelques temps du côté de la Bundesliga. Rendons-nous en Italie pour parler de notre joueur africain qui brille. Il s'agit de Franck Zambo Anguissa, le milieu de terrain des Lions indomptables du Cameroun, qui a vu double en l'espace de 6 minutes en championnat ce week-end. Chacun va y aller de son petit commentaire sur la prestation de Franck Zambo Anguissa. On a vu des commentaires incroyables sur
les différentes plateformes, nous faisant comprendre que Franck Zambo-Anguissa est actuellement le meilleur joueur africain. Patrick Olien-Dekam, votre avis sur ces commentaires qui pilulent la profusion sur les réseaux sociaux depuis pas mal de temps, depuis ce doublé, ou du moins depuis la prestation énormissime de Franck Zambo-Anguissa en Ligue des Champions face à Liverpool. Amen. C'est un prêtre ou un pasteur, parce qu'il faut dire que on ne comprend que dans sa bouche à ce moment-ci. Comment dire au quartier. Alors Franck Zambo-Anguissa, c'est le joueur. Alors on disait encore cela 2 jours que à l'époque il y avait les joueurs, mais à l'heure-ci il est au-dessus de tout le monde. Franck Zambo-Anguissa, c'est un garçon qui me rappelle un peu la prestation de Boubacar Vincent à la CAN 2017. C'est le gars qui aime mentalement être un peu choqué. Je crois que s'il n'y avait pas eu ce discours de la légende, l'icône camerounaise Samuel Eto'o dans les vestiaires, il n'aurait pas eu ce sursaut d'orgueil là. Il faut dire que c'est sa première fois qu'il marque 3 buts. Qui marque 3 buts en carrière pro. Il ne marque pas d'habitude. Et à 6 reprises comme ça, il a 3 buts, 3 passes décisives. Je crois que c'est actuellement le Njunju de l'Afrique. C'est celui-là par qui on veut passer le message. Et il faut dire que les Franck Zambo-Anguissa, on en veut comme ça dans chaque pays pour que l'Afrique ait son mot à dire durant cette compétition. Parce qu'il faut dire que ça peut être tout facile pour lui en début. Parce qu'il a envoyé le chanteur de son président, Laurenti. C'est de Laurentis. Voilà, ça avait fait débat ici avec Achille et autres. Il faut dire que ce garçon, il montre ce qu'on attend de lui. Maintenant, il faudrait maintenant que l'épidémie se transmette au niveau de la sélection nationale en termes de prestations. Bon, du coup, welcome, courage Zambo, courage à toi et fais-nous plaisir également 237. Je vous avais sourire, M. Foucault, et la prise de parole de M. Gekam sur la prestation de Franck Zambo-Anguissa. Je ne sais pas si c'est la prestation qui vous fait marrer ou alors sur les propos utilisés. Je ne sais pas trop. Un mot quand même sur le nouveau statut, le nouveau rôle qu'occupe aujourd'hui Franck Zambo-Anguissa au sein de cette équipe du Napoli en Italie. Honnêtement, je vais dire que c'est sa meilleure saison en tant que footballeur jusqu'à présent. Il n'a jamais connu un début de saison aussi canon. Aussi prolifique également. Aussi prolifique. Déjà, il faut le rappeler, il fait mieux déjà que l'année dernière en termes de statistiques. En termes de statistiques, l'année dernière, il a inscrit 2 seules passes décisives en Serie A. Je veux dire, il a joué. Mais il a été énormissime au niveau de l'entrejeu. Oui, je suis d'accord. En termes de relance. Je suis d'accord. Mais si on veut prendre maintenant le caractère décisif, la dimension statistique entre clairement en compte lorsqu'on prend ce caractère décisif-là. Donc, on a un joueur qui, l'année dernière, qui a délivré 2 passes décisives en Serie A en 25 matchs. C'est vrai, 25 matchs, il a été titulaire 21 fois sur 25. Donc, voilà, et il n'a inscrit aucun but. Mais cette saison, déjà à 8 matchs, il est déjà à 2 buts de passes décisives en Serie A. Il est déjà à 2 buts de passes décisives. La moyenne de ballons touchés, l'an dernier, il était dans environ 63 ballons touchés par match. Cette fois-ci, il touche plus de ballons. Il est déjà à 69-70 ballons touchés par match. Donc ça montre clairement qu'on a un joueur qui prend plus de responsabilités. On veut un joueur qui est plus décisif. Et on a vu à chaque fois qui faisait des gestes fantasques. Des roulettes à la Zinedine Zidane, des petits ballons, le toucher simple, le toucher fin. Il semble avoir soigné son jeu aérien. Il marque de la tête. Voilà, il marque de la tête. Donc, je veux dire que c'est un joueur qui est en train de venir à maturité. Il a eu, la malchance d'évoluer dans des clubs qui n'étaient pas très stables. Aller à Fulham, peut-être c'était pas la meilleure décision de sa carrière parce que Fulham n'avait pas encore cette stabilité, puisque Fulham remonte, redescend. Donc il y avait cette instabilité qui le poussait parfois à aller en prêt à Villarreal, qui le poussait à aller à gauche, à droite. Voilà, donc cette instabilité là pour moi a été ça a été le point noir dans sa carrière. Je pense que
le niveau qu'il a aujourd'hui, il aurait pu l'atteindre peut-être il y a 2 ans, s'il y avait une stabilité et une continuité dans le projet sportif. Mais heureusement, il se trouve à Naples aujourd'hui, une équipe dans laquelle il s'épanouit. Et comme je l'ai dit, cette année... En quelques secondes, puisqu'on va également... Voilà, et comme je l'ai vu, cette année, c'est un joueur libéré, qui touche plus de ballons, qui est plus décisif, et qui, voilà, au terrain, qui nous montre de belles choses, qui nous donne beaucoup de... Voilà, d'espoir pour le mondial. Coupe du Monde. On va dire un mot également avant de citer en 1 minute peut-être Achille, je sais. Arrêtez. Ouais. Arrêtez, je devrais me lever. Pour faire quoi? Je devrais me lever applaudir. Justement, je devrais me lever pour acclamer la performance de Zambouanguissa. Parce que, sincèrement, contrairement à ce que dit Loïc, on voit Zambo qui fait aujourd'hui les roulades et consorts. Zambo faisait déjà à Villarreal. Il était l'homme des meilleurs dribbleurs du championnat espagnol. Zambo, je me souviens d'un match en Coupe des Confédérations en 2017. Zambo est monstrueux. Donc là, je retrouve le Zambo qu'on a toujours connu. Et qui de mieux qu'Alessandro Song vous fait une déclaration pareille qui dit Zambo, vraiment, au milieu de terrain, il est au top. Si Zambo avait eu la chance d'être à l'œil pot, il devait être mieux encadré. Alors, monsieur, jetez-vous. C'est le meilleur joueur du continent africain actuellement. Vous allez vous jeter sur cette. Vous allez vous jeter. Il envoie. Le meilleur joueur camerounais. Clairement au-dessus. Au-dessus. Merci, j'ai eu ce que je voulais en tout cas. Merci à vous, monsieur Gekam, d'être passé par ici une fois de plus. Nous sommes arrivés au terme de cette émission de prolongation. Football sur For You Télévision. Au plaisir de vous retrouver la prochaine fois. Merci. La prochaine fois, Baudelaire et à Loïc et Achille. Loïc et Loïc Foka, merci également à vous. Un plaisir de se voir tous les lundis. Un plaisir. Je vous remercie. Voilà, à lundi. Le meilleur joueur du continent qui est en cours de téléchargement, François Zambouanguissa. Bien sûr. Merci. Surtout quand on a des supporters comme Djanka qui revient tout droit du Seychelles. Djanka Bianca. Merci également à vous, amis téléspectateurs, pour vous qui nous avez suivis sur For You Télévision. Merci à vous. Pour vous qui nous avez suivis, bien sûr, sur nos différentes plateformes Facebook ou encore YouTube. Les programmes se poursuivent sur la meilleure des télévisions, celle qui porte une vision différente sur le monde.